Bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à ce conseil communal du 26 février 2024. Je vais tout d'abord excuser le maître qui est malade aujourd'hui, et je vais directement passer au point de l'ordre du jour qui est hommage à Georgette Michel-Ebrard. Alors Georgette a été installée conseillère communale le 31 mai 2021. Elle a été conseillère du CPAS du 9 du 1 2007 jusqu'au début des années 2013, jusqu'au début de l'année 2013, et a été également conseillère du CPAS du 3 décembre 2018 à nos jours. Donc ce qui fait 11 ans de présence au niveau du CPAS. Elle a été membre de la CCATM comme membre effectif de 2013 à 2019. Elle a été membre de la CLDR du 9 septembre 2013 à 2019 et a été membre de l'OTGIS du 15 février 2019 à nos jours. Alors à tous ces échelons, chacun se sent privé d'une personne remarquable, chère entre toutes, qui ne laissait personne indifférent. Georgette eut, en effet, le mérite souverain d'être la plus simple et la plus humble des femmes, qui ne comptait cependant pas son temps quand il fallait se dévouer pour quelque noble cause. Elle puisait son énergie dans l'action sociale, où son humanité chaleureuse fut à même de régler bien des problèmes. Une belle âme nous quitte, une femme de bien nous abandonne. Mais Georgette, c'était aussi une personne très active dans la vie associative de notre commune. Elle a contribué à la naissance du groupe de danse folklorique des Arégi Potieux, a participé à tous les vieux métiers avec ses vaches qu'elle éduquait pendant des semaines, pour la traite, l'attelage aux vieilles charrettes, et surtout, n'oublions pas ses participations au létaré, notamment dans la confection de costumes et la vente des programmes. Et ces dernières années, elle était très passionnée par la vannerie. Georgette, c'était une belle personne et elle nous manque déjà. Ben voilà, maintenant je vais vous inviter à vous lever et à respecter une minute de silence à sa mémoire. Merci. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est Action Environnement, c'est Action Locale Zéro Déchet 2024. Victoria, je passe la parole. Merci Michel. Nous avions précédemment passé en conseil communal le fait de continuer pour une année supplémentaire la démarche zéro déchet avec Intradel. Donc nous avions d'abord participé pour un programme de 3 ans. Donc ici il s'agit d'une année supplémentaire. Certaines actions sont communes à ce qui a déjà été fait précédemment. Et donc cette année servira justement à terminer ces actions entamées. Et d'autres actions sont neuves par rapport à ce qui a été fait précédemment, notamment le fait de distribuer aux organisateurs d'événements de la commune un folder qui reprend une nouvelle pratique à mettre en place lors de l'organisation d'événements. Ensuite, il y aura une action contenant bienvenue envers les restaurateurs. Les articles seront publiés sur le site et le bulletin comme cela a été fait avant. Il y aura également une action de sensibilisation à la lutte contre la fast fashion. Le fait évidemment de pouvoir réutiliser ces vêtements d'une autre manière par la confection. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors
lors du comité de suivi du 24 janvier 2024, pour lequel nous avons répondu favorablement à l'invitation, les projets passés et futurs ont été discutés, mettant en avant l'importance des actions quotidiennes à effet de colibri et leur partage généralisé. Je ne vais pas revenir sur toute la liste que tu as. Dans le cadre des accords avec les acteurs de l'économie sociale, dans le plan d'action, il est requis d'établir au moins une convention pour la collecte, la réparation et la réutilisation d'objets. Des collaborations existent avec des entités telles que F-Cycle, PISA et TER. Toutefois, certains de ces partenaires subissent des pressions d'entreprises privées proposant des incitations financières au pouvoir public pour les collectes. Si notre commune était approchée, quelle serait votre position face à ces offres? Cette interrogation vise à mettre en valeur ces partenaires qui, en plus de servir la population, œuvrent pour la démocratie, la solidarité, tout en réinvestissant leurs bénéfices dans des projets collectifs. OSER soutient pleinement le rôle des pouvoirs publics dans le maintien d'une collaboration forte et désintéressée financièrement avec le secteur de l'économie sociale. Comme tu l'as dit, nous avons déjà une convention avec F-Cycle et toute autre possibilité serait évaluée aussi en fonction de la fraction du déchet qui est concernée. Et donc ça, nous verrions en fonction de ce qui est produit également sur la commune et en fonction des spécificités de notre commune, si cela était à utiliser ou non. Et donc nous sommes évidemment ouverts à d'autres propositions. Donc, parce que la question, elle est vraiment, pour le moment, il y a une concurrence entre les secteurs de l'économie sociale et l'entrepreneuriat privé qui propose à des communes de faire la même chose et qui, en même temps, donne une contribution financière à la commune. Donc voilà, c'est une question. Les fractions de déchets principales sont évidemment traitées avec Intradel. Oui, et donc il y a d'autres possibilités que les habitants de la commune peuvent également le loisir de choisir. Oui, voilà, c'est ça, c'était Lisa, mais voilà, moi je parle ici d'une question plus d'actualité avec la concurrence qu'ils ont par rapport à un entrepreneuriat privé, et donc voir quelle serait la position si jamais la commune était contactée, si elle a déjà été peut-être par certaines de ces entreprises privées. On n'a jamais été contacté, on verra bien, hein, on ne va pas répondre à la seconde, mais normalement on s'attendrait qu'on aille, pour avoir deux francs dessous, changer le système qui est en place depuis très longtemps au niveau du parc Intradel, etc. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des entreprises qui proposent de collecter des vêtements pour des émissions, et ça va un peu à l'encontre de l'économie sociale. Tout à fait. Ouais. On n'a eu aucune demande, rien du tout jusqu'à présent. Il y a déjà eu des conteneurs concurrents qui ont été à dégager la commune. C'est une prise d'acte. Hein? Ah non, pardon. C'est une décision, pardon. Donc on peut voter. Vous n'avez rien, mais c'est pas une question. Pardon. Oui. 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 Et oui, merci. Le point 3, c'est l'énergie. Et c'est le rapport d'activité 2023 de la conseillère en énergie. Bénédicte, je vais te passer directement la parole. Je vais vous présenter le rapport sur cette année 2023 étudiée. C'est un rappel des trois volets sur lesquels la conseillère en énergie en tout cas travaille. C'est l'amélioration et les connaissances au niveau des bâtiments communaux, au niveau de la consommation d'énergie. C'est tout ce qui est sensibilisation aux citoyens, mais également aux utilisateurs des bâtiments communaux sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, et c'est également tout ce qui est respect des normes PEB dans les permis d'urbanisme. Au niveau de l'identité de la commune de Jalais, au 1er janvier 2024, on était 1779 habitants. On a 20 bâtiments communaux depuis 2024. Et c'est 105 permis d'urbanisme qui ont été
traité en tout cas en 2023. Au niveau de la gestion énergétique des bâtiments communaux, on a donc 13 bâtiments qui sont repris au cadastre énergétique et 18 bâtiments à la comptabilité énergétique. Donc c'est deux outils que j'utilise pour justement maîtriser les consommations au sein des bâtiments communaux. C'est des outils qui sont à mettre à jour chaque année. Le cadastre, il est en partie complété. Il y a des bâtiments qui ne sont pas repris dans le cadastre parce qu'on n'a pas tous les plans, par exemple. Mais voilà, c'est un outil qu'on met à jour aussi également. Par rapport à ces outils-là, il y a d'autres outils qui voient un peu le jour. Pour le moment, c'est tout ce qui est stratégie immobilière globale qui a été en fait mis en place par la région Wallonne pour justement répondre aux besoins de demain. Et donc on a été approché par SCETIA également pour pouvoir mettre en place cette stratégie immobilière au sein de la commune. Donc c'est en réflexion voilà, pour 2025 en tout cas de pouvoir travailler aussi avec d'autres outils. Au niveau des mesures correctrices qui ont été apportées aux installations en 2023, on en dénombre 97 depuis le début du programme, donc depuis 2008. Au niveau des projets d'investissement instruits, on en a 105 et au niveau des nombres d'avis de marché, on en a 68. Donc ça c'est la diagramme suivante. Au niveau des types d'investissement, on est surtout sur des systèmes de chauffage. Donc on a investi pas mal dans le chauffage. Donc on voit ici qu'on a plus ou moins 45 mesures qui ont été prises, enfin des investissements qui ont été pris depuis le début du programme. On en a 14 au niveau de l'enveloppe du bâtiment, on en a 29 au niveau des installations d'éclairage, 19 au niveau des énergies renouvelables et 16 ce sont les autres types d'investissements qui ne sont pas pris au niveau de ces résultats. Alors, au niveau des types de financement, on sait que c'est essentiellement des fonds propres. Donc, on a 77 mesures d'investissement qui ont été pris en fonds propres depuis le début. On est à 29 subsidiés et 1 en tierce investisseur. Ça correspond en fait aux panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur l'école de Thiège et la crèche de Jalais, dans l'espace rencontre. Alors, au niveau du respect des normes PEB, on a vérifié ici 356 déclarations simplifiées. C'est toujours depuis le début du programme, c'est à chaque fois cumulé. On est à 47 déclarations PEB finales et on est à 293 déclarations initiales. Alors les déclarations PEB finales, on les examine plus ensuite depuis 2015. Donc ce sont des déclarations finales avant cette date-là que en tout cas le conseil en énergie examine, sinon c'est examiné directement par la région. Au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer au niveau des dossiers, c'est essentiellement des problèmes d'encodage. Donc normalement c'est très peu des problèmes de mauvais documents. Donc on s'est trompé dans une déclaration, c'était une déclaration simplifiée, c'était pas une déclaration initiale ou inversement. C'est essentiellement des problèmes d'encodage au niveau des grilles de ventilation ou d'encodage de parois, au niveau d'une paroi, elle soit reprise dans le formulaire, elle n'est pas reprise, ou des problèmes simplement d'erreurs de référence cadastrale. Donc on constate qu'il y a quand même 80,4% des dossiers qui sont quand même conformes, donc ça c'est une bonne chose. Et au niveau de 2023, donc on a eu 105 permis d'urbanisme, dont 93 qui ont été autorisés et 12 qui ont été refusés. Et sur ces 93 autorisés, il y avait 19 PEB complexes, 11 PEB initiales et 21 PEB simplifiés, dont 5 aussi régularisations PEB. Au niveau de la sensibilisation du personnel communal, donc ici on voit en fait les différentes actions menées. Donc on a des actions écrites, on a des actions
plutôt style information et conférence, et puis d'autres actions. Donc au total, on en a réalisé 17 depuis le début du programme, et ça porte essentiellement sur les thèmes suivants, donc tout ce qui est communication sur la consommation de veille, des appareils électriques, tout ce qui est régulation de chauffage, et tout ce qui est consigne de chauffage. Donc on a principalement en fait réalisé des communications sur l'utilisation des vannes thermostatiques, les bouffons poussoirs, les thermostats d'ambiance au niveau de quelques écoles qui nous ont posé des questions. Également au niveau de la consigne de chauffage dans les bureaux de l'administration communale. Et on a aussi travaillé sur la consommation de veille, toujours cette fameuse action Chocoteuf, opération Chocoteuf, l'opération de Napoléon, pour ceux qui connaissent. Donc c'est simplement inciter la personne à couper ses appareils électriques, son PC, l'imprimante, etc. en fin de journée. Et si on a bien fait son travail, on est récompensé. Au niveau des sollicitations du grand public, donc depuis le début du programme, on est à 798 sollicitations. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est permanence énergie. Donc c'est tout ce qui est coup de téléphone, tout ce qui est citoyen qui se rend sur place pour des questions. Donc c'est quand même assez... il y en a quand même pas mal qui viennent. Et essentiellement, ça porte sur les primes. Région Wallonne, les primes communales, la prime photovoltaïque, ça c'est sûr. Alors on a aussi des questions sur tout ce qui est certificat PEB. Donc il y a eu pas mal de questions sur tout ce qui était indexation liée au certificat PEB. Donc là il y avait pas mal de questions, et il y a aussi tout ce qui est forcément performance énergétique des bâtiments, donc la PEB. Quand on doit déposer un projet de rénovation, on a quel type de documents, comment, avec qui, et tout ce qui est aussi achats groupés. On a eu des demandes d'informations sur les achats groupés et sur les fournisseurs d'énergie. Alors les types d'actions menées au niveau du grand public, ça a été surtout des communications écrites, donc dans le bulletin communal et sur la page Facebook. On a eu aussi des communications pour l'achat groupé énergie à proprement dite. Et on a fait 2 séances d'information pour ces achats groupés et également des ateliers pour les enfants lors de la nuit de l'obscurité. Je vous ai repris dans le rapport tous les articles qui sont parus sur la page Facebook et également dans le bulletin communal en mars et en septembre. Là aussi, on a les actions qui se sont cumulées. Au niveau de la synthèse de la mise en œuvre du programme, donc on a essentiellement travaillé sur les projets d'investissement qui avaient été instruits précédemment, donc pour les finaliser. Et on a poursuivi aussi tout ce qui était action du PEDC, donc du plan POLEC, qui ont été subsidiés, donc des actions d'investissement de POLEC 2020-2021 et du programme d'action 2022, en attendant que le nouveau coordinateur POLEC arrive dans ses fonctions. Donc on a travaillé essentiellement sur les panneaux photovoltaïques. Donc on a installé 6 nouvelles installations de panneaux, plus une extension. Donc l'extension, c'est celle de la crèche de Jalais. On a un total de plus ou moins 42 kW crève installés pour l'ensemble de ces 6 installations et l'extension, pour des kilowattheures produits de plus ou moins 33 805 kWh annuels. Et ça représente 17 tonnes de CO2 par an économisées. On a travaillé, on a fait des achats groupés en énergie. Donc le but, c'était de faire un cahier des charges pour pouvoir sélectionner un opérateur qui nous proposerait toute une série d'achats groupés. Donc le cahier des charges reprenait tout ce qui était énergie, mais également tout ce qui était audit, appareils électroménagers de faible consommation et tout ce qui était matérialisation. Maintenant, on a lancé cette année, l'année passée, des achats groupés vraiment énergie, alors électricité et gaz.
On a travaillé sur tout ce qui était biométhanisation aussi, donc on a lancé un cahier des charges pour pouvoir réaliser une étude de pertinence et c'est Validium qui a remporté le marché pour pouvoir réaliser en partenariat cette étude de pertinence. Donc l'étude de pertinence va analyser si on peut aller plus loin pour pouvoir implanter en fait un centre de biométhanisation sur le territoire communal. Au niveau de l'éclairage, on a encore la phase 3 du remplacement, de la modernisation par du LED de l'éclairage public. Où voilà, ici la dernière phase va nous permettre d'économiser plus ou moins 37 000 kWh en plus, et ce qui représente l'administration communale. Ici, c'est le premier étage. Donc on a remplacé par du LED. Au niveau de la rénovation des bâtiments, donc on a plusieurs projets en cours, deux gros projets en tout cas en cours, c'est l'école de Jalais en 2 phases et la bibliothèque de Jalais. Donc ici, la rénovation de l'école de Jalais, on a commencé par la phase 1 qui est en fait un UREBA 2019 subsidé. Il y aura une deuxième phase qui a d'autres subsides qui sera prévue ici en 2024. Donc on a travaillé sur le cahier des charges et on a fait l'avis de marché pour la phase 1. Alors le projet va nous permettre d'économiser plus ou moins 6 000 litres de mazout par an et 15 tonnes de CO2. Au niveau de la bibliothèque de Jalais, c'est aussi une rénovation globale. C'est un subside du plan de relance et de résilience. Et là, l'objectif, le subside nous imposait une économie en énergie de 35% en énergie primaire minimum. Donc on a monté le dossier en fonction. Donc là, ça nous permettrait d'économiser 6 000 litres de mazout par an aussi et plus ou moins 16 tonnes de CO2. On a également réalisé un avis de marché pour isoler l'AN politique, qui c'est l'administration communale, et le bureau de la direction et des marchés publics, pour permettre un meilleur fonctionnement de la pompe à chaleur. Et enfin, au niveau du CPS, on a enfin reçu l'accord de succès, donc les travaux vont pouvoir débuter au printemps 2024 et les travaux à l'école de Sars sont en bon pour le finalisation. Au niveau du plan d'action POLEC, POLEC 2021, on a passé les bornes pour les vélos électriques, la borne pour la voiture électrique, alors la borne de Thiège, mais qui est en panne, elle fonctionne, mais je reviendrai dessus. Et on a finalisé le dossier de la chaudière Pelé à Solwastar. Et au niveau de POLEC 2021, on a réalisé un avis marché pour le réseau de chaleur à Sarre et on a reçu 2 offres, donc une de Veolia et une de EcoPS. Pour le moment, c'est à l'analyse. Au niveau des résultats, des principaux résultats, ici vous voyez la production photovoltaïque sur l'année 2022 et l'année 2023, qui ne sont pas en fait des années complètes. Donc, pour toutes les installations. Donc, au total, en 2023, on a produit 128 105,86 kWh d'électricité verte, ce qui représente plus ou moins 65 tonnes de CO2 évité. Savoir qu'en 2024, on va augmenter ce chiffre-là parce que en 2023, il y a des installations qui ont été classées fin d'année, qui n'ont pas encore comptabilisé beaucoup au niveau de leur production. Donc là, je reviens sur les achats groupés. Il y a eu 181 ménages inscrits et on a 72 qui ont souscrit à une offre sur les 181, ce qui fait une économie de 9 500 € et une réduction de CO2 de plus ou moins 38 tonnes. Donc pour une première édition, c'est bien. Il y a plus ou moins 40% des ménages, en tout cas, qui ont souscrit à l'offre. On peut dire que c'est un bilan positif. Donc ici, ça s'est étalé de septembre à janvier 2024. Au niveau de la consommation électrique des bâtiments, ici le graphique reprend en fait la consommation de l'administration communale. Donc, on voit qu'on a pu diminuer notre consommation électrique en
en 2022 et en 2023. Et on a une part forcément d'autoconsommation. Donc ça, c'est les petits bâtonnets en verre. Donc on voit que on a autoconsommé ici en 2023 20 713 kWh et on a consommé 95 214 kWh. Donc au niveau de l'autoconsommation, on a un très bon taux qui représente plus ou moins 70%. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et au niveau de la consommation électrique, on a quand même diminué ici de plus ou moins 15% par rapport à 2021. Donc c'est grâce notamment à l'isolation des parois et à l'adaptation de la consigne. Il faut savoir qu'on a une pompe à chaleur, donc ça c'est la consommation totale en électricité. Donc on va plus loin, en fait, la consommation, la part de consommation qui est reprise au niveau du chauffage. C'est aussi grâce au placement des LED qu'on a diminué la consommation. Au niveau de la consommation de chauffage, donc ici l'administration, on voit que par rapport à 2022, on a diminué de 14% la consommation. Par rapport à 2019 de 23%, donc c'est vraiment ce qu'on dit, c'est l'isolation, l'adaptation de la consigne qui fait qu'on a vraiment diminué cette consommation liée au chauffage. Alors les bâtonnets en verre, c'est la consommation normalisée, donc on a fait abstraction du climat. Et la consommation, les bâtonnets en bleu, c'est la consommation brute, donc la consommation réelle. Là, on ne fait pas abstraction du climat. Donc on voit qu'en fait, sur le graphique 2021, par exemple, c'est une année plus froide que les autres années, simplement parce qu'on a consommé moins que les autres années au niveau de la consommation normalisée, parce qu'en fait, il faisait plus froid. Ici, au niveau de l'école de Sable, on voit aussi une nette diminution de la consommation. Donc, depuis 2019, au niveau de la consommation de chauffage, on a moins 27%. Donc, aussi, c'est grâce aux différents travaux d'isolation qu'on a pu baisser cette consommation et au niveau de la régulation du chauffage. Au niveau de l'école de Solwastar, ici, pareil, on a pu diminuer la consommation. Donc, l'année 2023, c'est une année particulière parce qu'on a placé la fameuse chaudière à pellet. Donc, elle a été placée en octobre 2022. On a eu la régulation seulement en janvier 2023, donc la régulation générale. Donc, on voit que voilà, on est passé, on a quand même bien diminué. C'est aussi parce qu'on a divisé les circuits. Donc au départ, on n'avait qu'un seul circuit unique à l'école de Solwastar. Ici, on a divisé en deux circuits. Donc il y a un circuit pour l'étage et un circuit pour le rez-de-chaussée. Donc on peut mieux adapter la consigne des températures en fonction de l'occupation du bâtiment. Parce qu'en fait, il y a des garderies en soirée à l'école de Solwastar au rez-de-chaussée. Donc là, ça nous permet de chauffer que cette partie-là et pas forcément tout le bâtiment. Par exemple. Et ici, c'est les kilomètres en fait, chargés sur nos bornes de voitures électriques. Donc, en 2023, on constate qu'on a chargé 20 320 km sur les deux bornes, avec forcément la borne de Solwastar qui est beaucoup plus utilisée, vu qu'elle est en fonctionnement, que la borne de siège, ce qui représente une consommation de 4000 plus ou moins 4000 kWh. Maintenant, c'est particulier, je l'ai mis ici, mais l'année 2024, ils étaient quand même un peu moins productifs, on va dire ça comme ça, au niveau de l'utilisation des bornes, parce qu'on a une faillite de l'entreprise en fait, qui gère les bornes. Donc, on a une télégestion, et donc elle refacture ce service-là, elle refacturer aux citoyens ou à la personne lambda qui se charge. Et donc voilà, pour le moment, c'est un peu le flou par rapport à cette gestion. Donc on va retravailler sur un marché pour pouvoir sélectionner une entreprise de télégestion des deux bornes. Voilà. Alors le reste du rapport, c'est principalement en fait les difficultés rencontrées, le lien avec la Convention des maires et également les certificats PEB dans les bâtiments. Donc ça, je vous laisserai lire si vous avez des questions. Et les points divers.
je n'ai pas repris ici dans cette présentation. Merci Olivier. Est-ce que vous avez des questions, Vincent? Sur le fait que ce soit très bien présenté, qu'on a été abreuvé de chiffres de tout type, on se rend compte qu'il y a une amélioration, on se rend compte qu'il y a un intérêt majeur à ce qu'on puisse faire plus attention à la consommation et que les montants diminuent. Et quand je vois qu'il y a 12 000 litres en moins de mazout à l'école de Javet et à l'université de Javet, on ne peut que s'en féliciter, c'est une bonne chose. Voilà, pour le reste, peut-être que je laisserai à vous. Oui, mais moi je ne peux que confirmer ce que Vincent vient de dire. Évidemment, le rapport est tout à fait intéressant et excellent. Je voulais simplement attirer votre attention sur un détail. Je dis bien c'est un détail, mais enfin, nous souhaitons le faire quand même. Ça concerne en fait l'absence de chauffage à la salle polyvalente de Solwaster lorsqu'elle est mise à la disposition d'une association ou d'un groupe de travail, un groupe de ce conseil. Notre groupe en a fait la triste expérience mercredi dernier. Pas de mode d'emploi, nous avons tout essayé en vain. Et nous avons été contraints de tenir une réunion par 10 degrés. Voilà, je tenais simplement à vous le signaler pour d'autres réunions plus tard avec des associations ou des groupes de ce conseil. Simplement attirer votre attention là-dessus pour l'avenir. Cela dit, je terminerai avec un petit brin d'humour en vous disant que l'avantage de cette situation nous a permis d'échanger des idées particulièrement fraîches. Et on ne va pas vous monter les bateaux. Oui, je voulais dire aussi, mais je vais d'abord demander à Didier s'il y a quelque chose. Je pourrais faire effectivement quelques remarques. C'est effectivement très bien tout ce qui a été fait, surtout avec une seule personne conseillère en énergie. On pourrait penser qu'il y en a plusieurs qui ont fait tout ce travail-là, mais non, il n'y en a qu'une. C'est très bien. Ceci dit, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer l'effort. Je vous invite à poursuivre les efforts, parce que maintenant il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites, des panneaux photovoltaïques, l'éclairage, les systèmes de chauffage, etc. Il faut continuer à chercher des améliorations, il y a toujours des possibilités. Il y a aussi des projets qui sont en cours, on en parlera peut-être prochainement dans une réunion collecte. Ça fait un certain temps qu'il n'y a plus de réunion, donc on n'a plus beaucoup d'informations à ce sujet-là. Je voudrais quand même relever, comme chaque année, le fait qu'il n'y a pas eu d'action de sensibilisation dans les écoles en 2023. Comme je comprends, il n'y en aura pas non plus en 2024, mais c'est prévu pour 2025. Donc, il y a, je pense, pas mal de choses qu'on peut faire au niveau des écoles. Les enfants sont un public qui est souvent très intéressé. Il y a beaucoup d'organismes, d'associations qui proposent des animations pour les écoles. Donc, je vous encourage aussi à agir dans ce sens. Merci. Bon, avant de passer la parole à Eric, je vais quand même dire deux petits mots. Je pense qu'au niveau énergie, ça fait déjà très très longtemps, on n'a pas entendu la crise pour engager des dépenses très importantes dans l'isolation, dans les panneaux photovoltaïques et dans le remplacement de l'éclairage public. Toutes les communes ne sont pas au même niveau que nous, ça je peux vous l'assurer. Et justement pour revenir à la consommation électrique, vous voyez qu'avec tout ce que l'on fait, on a diminué nos consommations électriques, mais le coût, parce que Bénédicte ne l'a pas soulevé, mais on a diminué nos consommations électriques, mais le coût est méchamment augmenté. Donc, heureusement qu'on a pris les devants depuis des années. Parce que voilà, mais de ce côté-là, je pense que dans tout ce qui est économie d'énergie, je crois qu'on a déjà fait beaucoup et qu'on a encore de gros projets qui avancent, mais c'est pas toujours simple. Et quand on voit par exemple au niveau de la biométhanisation, on est en train de lancer une étude pour voir si on pourra faire éventuellement une biométhanisation, si ça vaut la peine ou non de la faire. Eh bien, je peux vous dire que ça ne fait pas toujours plaisir à partout que l'on va peut-être essayer de faire notre propre biométhanisation, ça je peux vous le dire. Parce qu'il y a des grands lobbying qui sont prêts, qui suivent de près dans nos analyses, ça je peux vous le dire. C'est une chose que l'administration publique se préoccupe de ça et laisse pas un gouvernement ou l'entreprise qui vont venir faire un bénéfice chez nous. Je peux vous dire autre chose aussi, que tu parles des entreprises qui vont demander des choses ici. Vous avez vu qu'on a
un dossier de tiers investisseur, je vous assure que tant qu'on est là, il n'en aura jamais un deuxième parce que c'est une vraie catastrophe. Mais alors là, quand je dis une catastrophe, c'est une honte sans nom, hein, le tiers investisseur. On passe un temps fou pour essayer de récupérer quelque chose, de voir comment ça passe, et puis ça devrait être terminé depuis bien longtemps, mais on fait des demandes à la région wallonne, pas nous, hein, mais les tiers investisseurs pour prolonger, parce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent. Et il n'y a qu'une chose qui les intéresse, ce n'est pas de produire de l'énergie, ce n'est pas d'aider les communes qui ont mis des panneaux, etc. C'est se mettre dans la poche les certificats verts. C'est la seule et unique chose qui les intéresse. Le reste, zéro. Et on a un dossier, je vous assure bien que c'est pas... Et ce n'est pas... Parce qu'on était opposé à ce dossier-là à l'époque. Hein. Donc, quand on était dans la minorité, on s'est opposé à ce tiers investisseur. Et c'est bien dommage que ça ait été réalisé parce que c'est une vraie catastrophe. Bon, Eric, avais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Oui, donc je voulais juste exprimer ma satisfaction face au fait que vous releviez qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et qu'il y a pas mal de projets. Et en fait, je suis très satisfait et ça traduit en fait notre ambition budgétaire lorsque on la présente. Ça traduit le fait que nos budgets étaient effectivement ambitieux. Maintenant, moi, je voudrais juste, si vous permettez, remercier toutes les personnes qui, au niveau de l'administration, se chargent de faire le suivi de la consommation d'énergie. Et je tiens à saluer leur compétence et leur motivation. Merci. Donc ceci, si je ne me suis pas trompé, c'était bien pris. Bon, je tombe sur mon bon tableau. Accueil temps libre, Eric. Oui, vous savez que depuis 2018, nous organisons des plans de vacances sur la commune. Nous sommes reconnus agréés par l'ONE et qu'au bout d'un certain temps, il faut renouveler l'agréation par l'ONE qui nous permet d'avoir un peu de subside. Mais pour renouveler cette agréation, on a besoin de repasser le projet pédagogique de Plaine et le règlement d'ordre intérieur. Ce qu'on vous propose ici, vous avez eu le texte, vous avez vu qu'il y a peu de changements, quelques petits changements qui permettent de préciser certaines choses et changements qui viennent de la demande de ces organismes internes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une petite intervention, mais cette intervention ne traitera pas du fond avec lequel nous sommes d'accord, mais plutôt de la forme. Notre intervention, c'est une réflexion qui, en comparaison avec les projets pédagogiques et ROI d'autres communes qui sont semblables aux nôtres, pourrait s'adresser davantage à l'ONE. Peut-être pourriez-vous en être le relais. Notre réflexion porte sur certains aspects du projet pédagogique, notamment le point 6, qui parle du personnel encadrant, qui, selon nous, relève davantage d'une lettre de mission ou d'un règlement de travail que d'un projet pédagogique. Voilà, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Mais c'est ça que je dis, donc peut-être pourriez-vous en faire la réflexion à l'ONE que ce genre de point relève davantage d'un règlement de travail ou d'une lettre de mission donnée à la coordinatrice qu'à un projet pédagogique. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. On demandera à la coordinatrice. Exactement. De faire de transmettre. Vincent, tu as quelque chose peut-être? On va voter. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'acquisition de 2 parcelles forestières situées au lieu dit Égoï. Marc, je passe la parole. Il y a cette association qui ont hérité de 2 petites parcelles forestières situées Égoï. Ce sont des parcelles qui jouxtent des propriétés communales. Elles représentent une superficie de 4000 m² à peu près.
et elles ont été estimées par le DNF à une valeur de 4 000 €. Donc on vous propose d'acquérir ces propriétés qui sont situées à la Rigouille, c'est en dessous du pont Bélé, entre la Syrie et le pont Bélé. Donc les frais notariaux aussi s'élèvent à 1 882 €. Et on demande votre accord pour cet achat. Un type de remarque. On peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une question de Vincent. Oui, tout à fait. Donc, face au défi des zones blanches en matière de connectivité Internet, le ministre wallon de l'économie et du numérique, Willy Boursu, a lancé un appel à projet intitulé Last Mile, visant à équiper rapidement les 16 690 foyers wallons en très haut débit. Ces zones, principalement rurales, sont en effet confrontées à des difficultés d'accès aux services en ligne et de télétravail. Notre village de Seul-Ouaster, première question, fait-il partie de localités concernées par un déficit de connectivité? C'est en tout cas ce que l'on pourrait penser au vu du nombre de villageois qui nous ont fait part de problèmes récurrents de mauvaise connexion Internet. Le village de Seul-Ouaster fait bien partie de ces zones blanches. Le village de Seul-Ouaster fait bien partie de ces zones blanches. Le collège communal prévoit-il de répondre au troisième appel à projet du ministre Boursu visant à améliorer la situation des habitants touchés par le problème? C'est une question qui vise à obtenir une réponse claire sur l'engagement de la commune face à la problématique de ces zones blanches et de ces riverages spécifiques dans certains villages ou zones de notre commune. Merci Vincent. Je vais commencer par donner la parole à Michel. Et concernant cet appel à projet, pour une précision, cet appel à projet concerne uniquement 2 opérateurs. Donc ce n'est pas la commune qui peut envoyer un appel à projet. Et c'est Proximus et vous, Orange. Et alors, normalement, ces 2 opérateurs, depuis 2014, ont déjà fait beaucoup de travaux sur le Jarret, dont vous, Orange, qui a modernisé toute la commune en 2019. Alors, nous avons pris contact avec vous pour savoir quelles étaient les zones blanches qui comptaient dans leur appel à projet. Et la réponse a été assez simple. Il rappelle qu'en 2019, une modernisation sur l'entièreté de la commune répondait à l'exigence du réseau à haut débit, ce qui veut dire que ça est équipé de très haut débit, de 1000 MB. Ils ont fait leur conférence de précision de ce communal quand ils ont terminé la modernisation du réseau ici à Jarret. Et alors, Proximus, aussi depuis à peu près 2015, a modernisé aussi tout le système de fibre optique sur Jarret et sur Sars, en installant plus de 50 cabines avec fibre optique. Donc, à mon avis, le troisième appel à projet ne concernera pas Jarret. Maintenant, nous, on peut éventuellement leur signaler s'il y a des problèmes, et c'est-à-dire ce que vous nous a envoyé aujourd'hui, en posant quelques questions. Par exemple, les plaignants sont-ils bien raccordés au réseau câblé coaxial du réseau pour Orange? Les habitations concernées sont-elles bien à proximité du réseau existant? Parce qu'il faut aussi qu'on leur envoie les adresses où il n'y a pas de connexion Internet, pour voir s'ils ne sont pas trop loin d'une cabine ou trop loin d'un animateur. Et alors, de quelle nature se payent généralement ces clients? La vitesse, des connexions ou autre. Donc, on va leur envoyer de toute façon une liste des endroits. Il y a 80 et il y a aussi quelques habitations vers le ciel. Il y a Moulette d'Iso, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un fait qu'il restera toujours des zones blanches dans la commune. Parce que raccorder tout le monde en haut débit, pour eux, c'est impossible. Ou alors, c'est des travaux qui vont coûter tellement cher que pour une maison ou 2 maisons, ils n'entreprendront jamais des travaux de cette ampleur. Mais une solution 4G aussi, de ce que j'ai vu dans le rapport. Dans ce rapport-là, oui, la 4G, d'accord, mais il faut se rappeler aussi que quand Jarret a été pris comme, je vais dire, comment est-ce qu'on va dire, comme
corbeille, je vais dire, pour la 5G, je peux vous dire que mon ordinateur a presque explosé, moi. J'ai reçu des dizaines de mails d'habitants, beaucoup de la région de Saint-Vaster, puisqu'on parlait de mettre une antenne du côté de Coquet-Épagne, avec tous les adversaires de la 5G. Ça fait tourner ici. Donc, à un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Soit on veut une bonne connexion avec la 5G, soit on veut dans la 5G, il faudra bien se contenter de la 3G ou de la 4G, où elle fonctionnera. Ça, c'est un problème, ça. Merci pour ta réponse. Je te coupe juste un instant. Donc, je ne sais pas effectivement quelles sont les personnes, dans quelle zone exactement les habitations Vaster, mais j'ai une petite idée tout de même. Deuxièmement, est-ce que le 5G correspond à une demande obligatoire ou bien est-ce que la 4G peut déjà suffire aussi pour ces personnes-là? Je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'aller vers la 5G pour avoir une bonne couverture? Et deuxièmement, je pense que c'est plutôt des gens qui doivent télétravailler et qui ont des problèmes de coupure quand ils travaillent. Et que c'est. Mais voilà, j'entends bien ce que vous avez reçu comme réponse aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et j'inviterai les personnes qui ont un problème à te contacter de manière à pouvoir voir avec toi si elles se trouvent dans ces zones-là et si les deux opérateurs en question, si tant est qu'ils soient connectés à ces deux opérateurs-là, puissent faire quelque chose pour eux. Voilà, ce qui me paraîtrait être une bonne solution pour ces personnes-là qui habitent nos villages. Donc, Mais déjà ici, l'opérateur nous demande des renseignements concernant ces zones-là. Ouais. C'est déjà bien que nous la question. Je suppose qu'on va avoir faire une réponse de Proximus. Proximus, oui. Parce que je sais qu'il y a des problèmes de 4G, de téléphone mobile du côté de Saint-Vaster. Oui, on a plus de problèmes téléphoniques. Oui, c'est pas réellement des problèmes d'Internet. Des problèmes téléphoniques. Des problèmes de réseau téléphonique. Ça c'est généralisé. Oui. Et là, si les personnes veulent se connecter sur Internet avec une 4G, ça va être compliqué à Saint-Vaster. Je crois qu'il faut travailler avec un réseau, soit câblé, soit aérien, mais pas avec de la 4G, parce que le réseau téléphonique est mauvais à Saint-Vaster. Et là, pour le moment, c'est un changement radical au niveau des opérateurs, hein, au niveau des antennes. On essaye de créer des plus petites antennes un peu partout, plutôt que des grandes antennes qui diffusent. Mais à Saint-Vaster, je ne sais pas où ça en est dans les opérateurs. C'est là qu'il faut qu'on les interroge. Mais je rappelle quand même, on vous a donné la réponse, il n'y a aucun souci, mais la question est arrivée vendredi après-midi, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour se retourner. On a eu qu'aujourd'hui pour interroger et qui veulent bien répondre aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu court. Je travaillais vendredi matin, c'est pour ça que j'ai mais non, mais tu le renvoyer mardi ou mercredi, ça va quand même être un peu plus. Je reconnais bien que je l'ai appelé. Un peu plus court que le vendredi à 3h30 de l'après-midi, où il ne reste plus que cette journée pour pouvoir interroger les opérateurs. Bon, on nous a déjà répondu. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de volonté malsaine. Non, pas du tout, mais je ne discute pas là-dessus. Mais c'est pour te dire on ne saura pas avoir, on n'a pas aujourd'hui tous les détails, mais on en aura certainement plus tard et on vous les communique. Non, mais ça, il faut dire aussi que nous, on est très mal placés aussi pour solutionner certains problèmes, parce qu'on ne peut pas non plus conseiller aux gens d'aller chez eux. Voilà. Donc on sait très bien qu'avec vous, ils auront le haut débit et 1000 mégabytes. Ce qu'on fait bien. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est la concurrence, entre guillemets. Voilà, il y a cette solution-là. Elle est là, cette solution. Oui, mais il faut voir à son Vaster. Parce que le câble vient par l'aérien, donc tous ceux qui peuvent se raccorder chez vous, il suffit qu'ils se raccordent chez vous, voilà. Il n'y a pas de réseau qui n'ait pas de bonne connexion Internet, parce que tout est aérien, et tout a été modernisé. Donc toutes les connexions ont été modernisées. Il n'y a pas quoi qui a été oublié, tout ça. Tout a été modernisé. Donc. Et voilà, on ne peut pas non plus faire le représentant commercial. Un petit peu, mais François Bernier, la vente de vous à Orange, en tant que actionnaire, on peut. Didier. Merci. Je voulais juste demander, il y a des travaux qui sont en cours maintenant qui vont vers le Saint-Vaster, ça ne concerne pas le téléphone alors C'est la ligne à extension. Qui passe en antenne. Oui. Ben voilà, ça va. Et si on a plus d'informations, on te les communiquera sans aucun problème. Ça va? Eh bien, je pense qu'on va terminer l'ordre du jour de la séance publique.
Je ne sais pas s'il y a des divers. Oui, Pierre-François. Nous avons appris qu'un conseil d'administration du Centre culturel Spage à l'Estoumont se tenait ce soir. Nous nous interrogeons sur le chevauchement des agendas, étant donné que notre commune y est associée. Nous souhaiterions savoir si le calendrier des réunions du conseil d'administration est coordonné avec l'entièreté des représentants politiques qui en font partie, ou est-il, comme nous pourrions le penser, simplement soumis à l'agenda des mandataires communaux spadois. Nous pensons qu'il est essentiel que chaque commune soit représentée de manière adéquate, surtout pour un organisme qui joue un rôle culturel important en soutenant les associations et en organisant divers événements dans les 3 communes partenaires. En tant que contributeur financier et matériel, nous estimons qu'il est légitime de demander que l'agenda du conseil d'administration du centre culturel prenne en compte les disponibilités de l'ensemble des représentants politiques des communes partenaires, comme une marque de respect envers leur engagement. Le groupe OSE, depuis 2016, reste évidemment favorable à la participation de notre commune dans ce centre culturel élargi, comme dit, reste conscient de son apport au riche tissu associatif jalétois. La remarque a déjà été faite, chaque fois que l'agenda est organisé à la séance d'avant ou celle encore avant, je stipule bien les jours où ce n'est pas possible. Maintenant, il y a aussi des impossibilités d'agenda et des points qui doivent parfois passer avant une certaine date, ce qui fait que c'est parfois organisé le jour du conseil communal à Jalais, mais il ne manquerait pas de refaire la remarque. Voilà, pas d'autres questions? Oui. Oui, Didier. Je voulais juste demander s'il est prévu d'installer des panneaux électoraux pour les élections du mois de juin. Je présume que oui, aux endroits habituels. Je suppose qu'on va, il faudra peut-être pour mettre ça avant du jour, mais les endroits comme on fait chaque année, je suppose que c'est quand même les endroits. Chaque année, à chaque élection. Voilà. C'était cher. Bon, j'ai vu des panneaux sur le ferment fer. C'est pour les affiches en moi alors. Bon, ça peut pas me grave. Faut déjà les coller. Oui, une info au niveau du CPAS. Bon, on a reçu l'aval de la tutelle, comme vous le savez, et la réunion de coordination des différents acteurs au niveau du dossier CPAS a lieu ici la mi-mars après la léthargie. Donc on laissait passer d'abord, enfin ça tombe bien, le calendrier pour le moment se présente bien, donc on a ça mis à la mi-avril, donc je ne sais pas, on va commencer, on verra bien après la réunion. Mais comme ça, la léthargie sera bien passée, ce qu'il fallait. Vincent ou Jacques, pas d'autres questions? Non. Ah bien voilà. Merci bien, et une bonne soirée à toutes et à tous.